Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Mustapha Chouiki, la symbolique urbaine. Quelle mondialisation pour la ville maghrébine, 2020. Jacques Pousse, Henri Dunant, colon affairiste pionnier du sionisme, 2020. Fouad Kemache, la nouvelle Algérie au défi de se transformer, 2020. Mohamed Harakat, Dire, études d'impact et politique publique au Maroc, 2020. Sofiane Bouhdhiba, de Carthage à Lampedusa, la migration en Tunisie, 2020. Mohand Ait Ahmed, la Grande Kabylie, arabisation coloniale et histoire fragmentaire, 2019. Meheni Akbal, archives algériennes de la France coloniale, réflexion sur la valeur de l'administration communale, 2019. Tahar Khalfoune Dire, mélange en l'honneur de l'historien Gilbert Meignet, 2019. Sofiane Bouhdhiba, jeune de Tunisie, 2019. Chérifa Sider, traumatisme psychologique et suicide en Algérie, 2018. Hassan Banhkeia, la littérature de voyage en Afrique du Nord, 2018. Gibson Ncube, la sexualité queer au Maghreb à travers la littérature, 2018. Jacques Binoche, l'Algérie et sa représentation parlementaire, 1848 à 1962, 2018. Sadia Agouray, mobilité spatiale à Casablanca. Caractéristiques, mécanismes et impact, 2018. Sofiane Bouhdhiba, 6 millions de femmes, 2018. Exergue. Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Ce qui constitue une république, c'est la destruction de tout ce qui s'oppose à elle. Saint-Just. Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Frantz Fanon. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera, au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Patrice Lumumba. Dédicace. Je dédie ce livre à toutes celles et tous ceux qui, en Tunisie, ont rendu possible et accompagné mon travail de journaliste dans ce pays, entre 2011 et 2021, et soutenu la création et le travail de la plateforme franco-africaine Médias et Démocratie, née à Tunis dans le chaudron de la révolution tunisienne. Introduction. Juillet 2020, la terrasse d'un café du front de mer de la Goulette, à l'écart de la chaleur estivale qui écrase le centre de Tunis. Ambiance douce dans le charme suranné de cette modeste station balnéaire aux accents populaires, coincée entre les vallons cossus de la Marsa et de Carthage. Depuis la récente crise sanitaire, les règles contre la Covid-19 ont privé l'endroit de sa traditionnelle cohue à cette époque de l'année. Depuis la révolution de 2011, jamais la Tunisie n'a retrouvé ses flots touristiques qui ont longtemps fertilisé son économie. Morose, Ahmed me fait part des dernières péripéties de la vie politique tunisienne. Une vieille amitié nous lie depuis notre première rencontre, en janvier 2011, peu avant la chute de Ben Ali, dans le bouillonnement social et politique qui électrisait alors le pays. Depuis, Ahmed a toujours accepté que je parle de lui et de nos échanges, sans jamais toutefois citer expressément son nom. Aide-soignant et syndicaliste dans l'hôpital d'une ville du Sud, Ahmed a depuis progressivement sombré dans la mélancolie. À 46 ans, ce père de 3 enfants dont 2 sont nés après la Révolution, s'est aigri au fil de la décennie écoulée. Regarde ces masques que les gens portent, lance-t-il en me montrant du doigt les familles qui déambulent sagement le long de la plage, près de l'illustre et désuet hôtel Lido. C'est tout un symbole. Après des années de paroles libérées, les Tunisiens ont désormais la bouche obstruée par une bavette. 10 ans plus tôt, le 9 janvier 2011 à Gafsa, ce même Ahmed, alors jeune syndicaliste de 35 ans, m'avait fougueusement interpellé devant le bureau régional de l'UGTT, la centrale syndicale historique du pays. Envoyé spécial pour le monde diplomatique depuis le 6 janvier, officiellement enregistré en Tunisie comme professeur en vacances,
je venais d'être contacté par le quotidien Le Monde pour transmettre des reportages sur les tensions grandissantes dans le pays. Surveillé par la police de Ben Ali, j'avais alors opté pour un pseudonyme, Adnan Benyamed. Aucun journaliste étranger n'était alors autorisé à entrer dans le territoire tunisien. Aux abois, Ben Ali dégainait l'arme de la chape de plomb médiatique. Ce 9 janvier 2011, alors que je tentais d'engager la discussion avec les militants de gauche rassemblés devant la section locale de l'UGTT, Ahmed m'avait d'abord pris pour un policier en civil avant de me proposer son aide. Par la suite, de Meknassi à Sidi Bouzid, en passant par Sousse, la manifestation de Sfax et les grands rassemblements de Tunis, nous avions assisté à l'embrasement du pays jusqu'à l'acte final du 14 janvier. Témoin de cette joie et incrédulité si intense, inscrite sur tous les visages, le 14 janvier, lorsque chacun apprit que Ben Ali avait dégagé. Juré aux assises de l'histoire. 10 longues années se sont écoulées depuis la chute de la dictature. Une décennie dense et haletante, parcourue au pas de charge, avec la vitale injonction d'aller toujours de l'avant sur le chemin sinueux de cette transition démocratique dictée par la fin de l'Ancien Régime. Une décade au cours de laquelle je suis resté un compagnon de route de la Tunisie dans ce long accouchement d'une république qui se devait d'enfanter une nouvelle constitution, de réformer les institutions, mais aussi et surtout, de garantir des droits et des libertés soufflés par l'espoir libéré de tout un peuple. Chaque année depuis, je suis revenu sur ces terres de jasmin, où j'ai retrouvé Ahmed et bien d'autres, tous grisés par la perspective de voir enfin un monde nouveau se lever. De 2011 à 2021, ces allers-retours réguliers entre Paris et Tunis m'ont permis de suivre chacune des étapes d'une société sommée par tous, et toutes, de construire une Tunisie nouvelle. Les citoyens dignes et déterminés, un peuple guidé par l'intuition obsessionnelle d'avoir à faire vite et par-dessus tout, animé par une volonté inflexible et tenace de bien faire. Privé d'une véritable guerre d'indépendance contre la France, infantilisé par des régimes, Bourguiba, Ben Ali, globalement liberticides, orphelins d'une franche dictature où tout se décidait en haut, dans l'ombre tyrannique des clans de pouvoir, les Tunisiens, quelle que soit leur classe sociale ou leur niveau d'implication politique, se sont subitement sentis investis d'une mission, donner à leur révolution les moyens d'aller de l'avant et de bousculer la vie. Pendant de longues années, comme c'est le cas lorsque l'on est soudain désigné juré d'une cour d'assises, chaque Tunisien s'est senti convoqué dans la lumière du grand tribunal de l'histoire. Je n'avais plus alors de reportage à écrire, mais un autre poste d'observation m'attendait. À la demande de plusieurs journalistes de Tunis, croisés pendant la Révolution, une idée a mûri. Construire un outil d'échange entre journalistes de France et de Tunisie afin d'aider les médias tunisiens à accompagner et favoriser la transition démocratique en marche. Réunion, recherche de financement, élaboration d'un concept novateur adapté aux contraintes. La plateforme Médias et Démocratie, MED, est née en 2015 à Tunis de cette volonté d'un partage d'expériences entre confrères et consoeurs, de part et d'autre de la Méditerranée. Depuis, chaque édition annuelle de MED a donné lieu à des formations, ateliers et débats, à Tunis comme à Bordeaux et Pau, avec cette envie commune d'élargir ce maillage à l'ensemble de l'Afrique. Fondée 4 ans après la Révolution, MED est ainsi devenue une plateforme franco-africaine, pilotée par des journalistes originaires de France mais aussi et surtout, de 7 pays africains. Un phare dans le monde arabe. Ce livre est né de ces deux expériences. La révolution tunisienne de 2011, d'abord vécue aux heures où l'histoire s'écrivait en temps réel. Cette précieuse expérience journalistique a donné lieu à un premier ouvrage consacré aux 10 jours qui ébranlèrent le monde arabe, 4 au 14 janvier. Le cœur de ce manuscrit, publié en mars 2011, écrit sur le mode d'un carnet de route de la Révolution est repris ici. Partie 1. Comme une piqûre de rappel sur ce mois de janvier 2011 où la Tunisie a fièrement tourné une page de son histoire. Les 10 années, 2011 à 2021 de l'après Ben Ali. Ensuite, avec cette observation des évolutions de la société tunisienne par le prisme d'un long travail avec des journalistes tunisiens et les mutations du paysage médiatique. Cette seconde expérience trace la trame de la seconde moitié de ce livre, parties 2 et 3. Ces chapitres reviennent sur les nombreux soubresauts sociaux et politiques traversés par le pays depuis la chute de Ben Ali. La marche vers la Constituante,
le rôle central joué par le parti d'inspiration islamique Ennahda, la valse des cadres de partis, dirigeants politiques et gouvernements successifs, le traumatisme des assassinats politiques, les lancinantes menaces djihadistes et terroristes, le marasme économique et la remontée des colères sociales, la lente agonie des régions, le rôle polémique des institutions internationales, les débats houleux et partisans sur la religion, la sécularité du pouvoir, les femmes, la jeunesse, le choix des apostrophes. Un modèle économique. Tous ces paramètres et ressorts des 10 années de l'après-Ben Ali ont jalonné une transition qui, en dépit des revers et vicissitudes, a su tenir son cap. Car c'est bien la première identité qui caractérise la Tunisie en 2021. Avoir été et su rester un phare dans le crépuscule qui désormais couvre l'ensemble du monde arabe. Aucun autre pays engagé dans le vaste mouvement des printemps arabes de 2011 n'a gardé cette fidélité à une révolution populaire durablement engagée sur la voie démocratique. Ailleurs, dans le monde arabe, dressons le bilan de la décennie. En Syrie, la révolution de 2011 a accouché d'une guerre civile qui a plongé le pays dans le fracas des armes et la tragédie des catastrophes humanitaires à répétition. Idem en Libye où pour d'autres raisons et par d'autres acteurs, le pays est fragmenté, l'État et la société décomposés et livrés aux appétits des clans et puissances étrangères. En Égypte, l'ancien régime de Moubarak est bien tombé lui aussi, sous les assauts d'un peuple en colère, mais le pays a connu par la suite une féroce contre-révolution qui fait aujourd'hui de ce pays l'une des pires dictatures d'Afrique. Quant aux deux autres États voisins du Maghreb, l'Algérie et le Maroc, le fait d'être resté dans l'angle mort de révolutions avortées en 2011 a conduit le premier, l'Algérie, vers une contestation, le Irak, férocement muselé par la crise politique et sanitaire. Quant au Maroc, derrière la façade de la réussite économique d'une élite, le maintien d'une vieille monarchie, aussi anachronique que parasitaire, il laisse la grande majorité de sa population sur le bord du développement. Parole à 6 témoins de la Révolution. Le cas de la Tunisie reste donc unique et précieux. Pour autant, cette exemplarité démocratique est plus que jamais fragilisée et menacée. Certes, les acquis de la Révolution existent, gravés dans les textes et institutions et dans l'esprit citoyen d'une nouvelle culture politique forgée depuis 10 ans. Mais l'incapacité des dirigeants politiques tunisiens de tous bords à régler la question sociale pourrait s'avérer décisive et fatale. Beaucoup de Tunisiens le savent et le disent, la Révolution peut à tout moment se retourner contre le peuple. La version initiale du dernier chapitre de mon manuscrit de 2011 avait pour titre « Vers une révolution confisquée ?» Cette crainte existait alors dès janvier 2011. La question s'est depuis transformée en certitude. En 7 ans 10 de la révolution tunisienne, une boutade circule à Tunis. Sous Ben Ali, nous avions face à nous un voleur et sa famille. Aujourd'hui, nous en avons des dizaines. La référence au comportement des classes dominantes, dans les champs politiques, idéologiques ou économiques, du pays est directe. Ces élites sont-elles pour autant seules responsables de la confiscation de la révolution de 2011 ? Ahmed, lui, a vécu toutes ces années de sa région natale de Gafsa, dans l'un des creusets délaissés de la contestation de 2011. Loin de Tunis, dans un bassin toujours marginalisé par la capitale et le nord du pays, il a accompagné, au sein de l'UGTT, les mouesses de la société tunisienne. Or depuis 2014, l'aide-soignant ne cesse de me répéter « Tu verras, à force de ne pas laisser cette révolution se traduire en bien-être économique et social, nous allons régresser. Et un jour nous allons tout perdre. » Tragique écho à la célèbre phrase de Saint-Just, 1767 à 1794, qui lors de la Grande Révolution française avait eu ces mots « Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. » Ce qui constitue une république, c'est la destruction de tout ce qui s'oppose à elle. Précisément, sur une période elle aussi longue, 15 années, la Révolution française amorcée en 1789 n'a-t-elle pas connu, après des phases radicales, une série de contre-révolutions, jusqu'à déboucher sur la consécration d'un empire 1804, placé sous la botte d'un militaire, Napoléon Ier ? Un tel dénouement plane-t-il à présent sur la jeune révolution tunisienne ? La victoire obtenue, en novembre 2020, par l'emblématique mouvement social d'Al-Kamour au sud du pays, ne trace-t-elle pas au contraire la voie vers une nouvelle révolution ? Pour comprendre et analyser ce dont la période est porteuse,
j'ai choisi de faire appel à des témoins et observateurs de l'évolution de la Tunisie depuis 10 ans. Afin d'éviter l'écueil partisan, aucun d'entre eux n'était, au moment de leur contribution à cet ouvrage, en responsabilité dans un parti politique tunisien. Journalistes, militants de la société civile, chercheurs ou ex-cadres politiques, ces 6 grands témoins ont accepté de livrer leurs souvenirs, craintes et espoirs sur le sort qui attend leur pays. Ils parlent ici du passé, décryptent le présent et se risquent à anticiper l'avenir. Fidèlement retranscrits, leurs propos traduisent bien l'éventail des perceptions plurielles et contrastées partagées aujourd'hui par des millions de Tunisiens. Cet ouvrage leur doit beaucoup. 1 à 509 jours qui ébranlèrent la Tunisie 2011. Prologue. Le pays du jasmin, décembre 2010. Décembre, saison de vacances en Tunisie. Carthage, Djerba, Hammamet, Sousse, Monastir, Matmata. Ces noms de grandes cités tunisiennes sont connus dans le monde entier. Cette année encore, des centaines de milliers de touristes débarquent pour les fêtes de Noël. Climat doux l'hiver, des milliers de kilomètres de côtes, la plupart sablonneuses, 8 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, des tarifs raisonnables, une population chaleureuse, accueillante. Après l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc, la Tunisie est en 2010 le 4e pays le plus visité d'Afrique et du monde arabe. Portée par ses atouts naturels et culturels, l'activité du tourisme a explosé au cours des 25 dernières années. Avec une capacité accueil de 240 000 lits, contre 56 000 en 1974, et près de 8 millions de touristes en 2009, contre 715 000 en 1974, le secteur touristique emploie 400 000 personnes, 12% de la population active. Parmi les inconditionnels de cette destination, les Français, 1,4 million de visiteurs chaque année, juste derrière les Libyens, 1,8 million et devant les Algériens, 1 million. Tunisie, 300 jours de soleil, 1400 km de plage, 3000 ans d'histoire. Chaque année, des placards publicitaires de ce type vantent en France les atouts de cette ère du jasmin. Parce qu'il reste la principale source de devises du pays, le secteur du tourisme est particulièrement soigné par le régime du président Ben Ali, comme il le fut par son prédécesseur, Habib Bourguiba, président du pays de 1956 à 1987. Depuis quelques années, toutes les voitures de location tunisiennes ont une plaque minéralogique bleue, reconnaissable par la police tunisienne encouragée à choyer leurs occupants. Mais la part du tourisme dans l'économie du pays, près de 8% du PIB, n'est pas le seul motif pour lequel les 2 présidents se sont attachés à promouvoir le secteur. Depuis l'indépendance, cette activité a contribué à entretenir l'image d'un pays calme, doux et harmonieux. Voilà un siècle et demi, Gustave Flaubert écrivait de la Tunisie que le climat y est si doux que l'on oublie d'y mourir. Et que l'on oublie surtout, pourrait-on ajouter, que des gens y meurent, à l'écart de ces parcours balisés réservés aux visiteurs étrangers. Car derrière la tradition romantique et amoureuse du jasmin, le pays vit depuis des décennies sous des régimes liberticides. Mais qui s'en soucie? Qui cherche à dire et à voir cette réalité-là? Depuis le début de la colonisation du pays, en 1881, la France a maintenu des liens très privilégiés avec la Tunisie. Jusqu'à l'indépendance du pays 1956, bien sûr, mais également depuis, avec cet héritage tenace qui présente les Tunisiens, mais aussi les Marocains, comme un peuple qui n'a pas laissé dans l'esprit collectif des Français, ces traces douloureuses d'une guerre d'indépendance contre la France, comme ce fut le cas en Algérie. Depuis 50 ans, les relations économiques entre la France et la Tunisie ont contribué à soigner l'image de ces relations historiques. Près de 1200 entreprises françaises étaient présentes en Tunisie fin 2010, avec des participations dans de très nombreux secteurs, mines de phosphate, banques, télécommunications, tourisme, etc. Et les flux d'investissement français atteignaient 280 millions d'euros pour la seule année 2008. Sur la période 1997 à 2008, la France occupait le 3e rang des pays investisseurs en Tunisie, derrière l'Arabie Saoudite et le Royaume-Uni. Complicité économique, duplicité politique. Au-delà de ces seuls intérêts économiques, les relations politiques et diplomatiques des présidences et gouvernements français avec l'État tunisien ont été invariablement marquées depuis 50 ans par l'entente cordiale et la connivence.
Dernière preuve de cette duplicité, la visite de Nicolas Sarkozy en Tunisie, le 28 avril 2008. Citant le poète berbère Terence qui chantait « Je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger », le président français se réjouissait alors qu'en Tunisie, l'espace des libertés progresse. 2 ans plus tard, en janvier 2010, un diplomate français considérait la Tunisie comme le pays le plus stable du Maghreb et assurait que ce pays ne connaîtra pas à court terme de période de déstabilisation. Complicité économique, duplicité politique. De son côté, la culture française restait marquée fin 2010 par un regard très éditorialisé sur la Tunisie. Au cours des 50 dernières années, combien d'intellectuels français ont cherché à aller au-delà du voile de jasmin jeté sur la Tunisie, pour cerner les contours de la réalité humaine, sociale et politique des plus de 10 millions de Tunisiens. Les guides touristiques sont légion, tout comme ces romans et beaux livres qui vantent la richesse historique et culturelle de ce carrefour des civilisations en Méditerranée. Quant aux ouvrages d'enquête ou d'analyse politique et sociale, ils se comptaient sur les doigts de la main. Entente cordiale, collusion d'intérêts, aveuglement partagé. En 2010, toutefois, le président Ben Ali a eu le mérite de faire preuve d'une belle lucidité. Dans une ambiance festive à Carthage, le 12 août, il déclarait l'année 2010 Année internationale de la jeunesse. Et quelques mois plus tard, en novembre 2010, le grand symposium organisé par son parti, le RCD, Rassemblement constitutionnel démocratique, avait pour thème « La jeunesse et les défis d'aujourd'hui ». Dans un discours très remarqué, le président tunisien déclarait « La révolution numérique a changé le rythme de la vie de l'homme, l'a engagé dans un stade avancé de son parcours de civilisation et ouvert devant lui des horizons jusque-là insoupçonnés. » Avant de conclure, les jeunes d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. Il est indispensable de les habituer à l'exercice de la responsabilité, ainsi qu'à la participation, à la gestion des affaires de la société. La désaffection des jeunes pour la chose publique, et notamment pour la participation politique que nous constatons, doit nous conduire à réfléchir, afin que la jeunesse continue à se sentir concernée par les affaires nationales et internationales, à en être partie prenante, à participer à la vie publique et à s'investir dans l'action politique avec toutes les opportunités qu'elle offre en matière d'action et d'exercice au comportement démocratique. La chape de silence. Mardi 4 janvier. Paris, la situation s'enlise en Tunisie. Depuis le 2 janvier 2011, une alerte Google Actualité sur la Tunisie me sert de veille sur Internet. Repris du blog du Jura libertaire, un article du jour a retenu mon attention. Répression en Tunisie. Grève nationale des lycéens, indique le papier électronique qui reprend des articles d'El Watan et du blog Indymedia Paris ainsi que des dépêches AP et AFP parues depuis le 28 décembre 2010. Première synthèse convaincante sur ces heures dont je découvre alors qu'il secoue la Tunisie depuis la mi-décembre 2010. La situation s'enlise en Tunisie. Les affrontements gagnent d'autres villes, a titré le responsable du blog. Entre 1997 et 2004, j'ai séjourné 4 fois en Tunisie, dans le sud, au nord et au centre du pays. Suffisamment pour avoir mesuré à quel point la parole est dangereuse pour les habitants de ce pays. Un souvenir, un seul est édifiant. Juillet 1997, sur le site des ruines de Carthage. Je prends quelques photos lorsqu'un agent de la sécurité m'interpelle sèchement. Pas de photos, c'est interdit ici. Interdit ? Sur l'un des sites archéologiques les plus visités d'Afrique du Nord ? Plus tard, mon guide m'affranchira. Sur les hauteurs des ruines, il y a le palais du président Ben Ali. C'est un lieu stratégique classé défense nationale. Émeutes et heurts avec la police depuis le 17 décembre. De tels affrontements dans ce pays sont un signe. Qui plus est, ces violences semblent s'étendre et durer. Faits inédits, impensables même, sous le régime du maître de Carthage, laissant présager que derrière cette actualité encore distillée au compte-gouttes pourrait se profiler un orage lourd de menaces. Vers 14 heures, j'envoie un courrier électronique au monde diplomatique. Son directeur adjoint, Alain Grèche, grand spécialiste des pays arabes, a lui aussi suivi l'actualité tunisienne. Il réagit très vite. Quand peux-tu partir ? Mercredi 5 janvier. Paris, révolte à huis clos.
Pour la première fois depuis qu'un jeune homme, Mohamed Bouazizi, s'est immolé par le feu, le 17 décembre 2010, devant la préfecture de Sidi Bouzid, un journal français, Libération, ose une couverture sur la colère de la rue tunisienne. Tunisie. Révolte à huis clos, titre Le Quotidien. En page 2, l'éditorial de François Sergent s'intitule « Silence ». Il rappelle la difficulté pour les journalistes locaux comme étrangers, de travailler dans ce pays qui survit sous une chape de silence. Retard à l'allumage ? Depuis des années déjà, les grands journaux français n'ont plus de correspondants en Tunisie. Le Monde diplomatique y est interdit et les quotidiens, où certains de leurs journalistes sont régulièrement frappés de censure. Depuis des années, sur la carte annuelle de Reporters sans frontières consacrée à la liberté de la presse dans le monde, la Tunisie apparaît en noir avec une dizaine d'autres pays. Quant à Amnesty International et à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FID, leurs communiqués et rapports dénoncent invariablement les atteintes aux droits de l'homme dans ce pays. Certains journaux ont cependant tenté de braver l'interdit. Le 11 novembre 2005, un journaliste de Libération, Christophe Boltanski, envoyé en reportage en Tunisie, est poignardé dans une rue de Tunis sous le regard passif de policiers. Depuis des années, le message du président Ben Ali est clair, les touristes en Tunisie oui, mais pas de journalistes. Depuis des années, donc, l'actualité tunisienne est pour l'essentiel suivie depuis Paris et par les dépêches de quelques rares agences de presse représentées sur le territoire. D'où l'aveuglement de la presse française et internationale, jusqu'au 7 janvier 2011. Mon billet d'avion est pris pour le lendemain matin. Dans l'après-midi, la nouvelle tombe. Mohamed Bouazizi est mort des suites de ses brûlures la veille, à l'hôpital de Tunis. Les dépêches arrivent à présent en cascade. L'enterrement du jeune homme près de sa ville natale de Sidi Bouzid, à 265 km au sud de Tunis, a rassemblé des milliers de personnes. Adieu Mohamed, nous te vengerons. Ton sang n'aura pas coulé pour rien, scandaient les habitants de la ville du premier martyr de Tunisie. Jeudi 6 janvier matin. Tunis, vous ne trouverez rien dans les médias. 10h15, aéroport de Tunis-Carthage. Enregistrement comme touriste, profession déclarée, enseignant. La police des frontières ne fait aucune difficulté. Lieu d'hébergement demandé, Tozeur Hôtel Ksar Djerid. Au cœur de la grande cité touristique située à 450 km de Tunis, au sud-ouest du pays, tout près de la frontière algérienne. Mohamed Bouazizi. Le nom et les circonstances de la mort de ce garçon de 26 ans sont ici connus de tous. Agressé par une femme, agent municipal, qui lui a confisqué sa charrette de vendeur ambulant de fruits et légumes le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi se rend au siège du gouvernorat pour porter plainte. On refuse de le recevoir. Personne ne veut l'écouter. Le jeune homme se retire puis revient s'asperger d'essence et s'immoler en public devant le bâtiment de la préfecture de ce chef-lieu de gouvernorat. Il est alors conduit à l'hôpital local, puis transféré dans des établissements hospitaliers à Sfax et enfin à Tunis. Le 28 décembre, une photo de propagande officielle présentant Ben Ali à son chevet commence à faire le tour des journaux et des sites internet. Le soir même, le président prend pour la première fois la parole sur la chaîne TV7, parlant d'un cas isolé et dénonçant l'instrumentalisation politique de l'événement. Aujourd'hui, 2 jours après la mort de Mohamed Bouazizi, personne ne se doute encore à Tunis que ce drame sera à l'origine de la plus grande révolte populaire de l'histoire moderne de la Tunisie. Pour l'heure, le centre-ville est calme et serein. La température est douce, 20 degrés, et des cohortes de touristes en profitent pour prendre de l'avance sur le printemps continental. Des bus de tour opérateurs s'apprêtent à les déverser à la Marsa et à Carthage, ou à emprunter l'autoroute qui mène à Hammamet, Sousse et Monastir, les grandes cités balnéaires de la côte sahélienne. Fin de matinée, un kiosque à journaux au coin de la longue et célèbre avenue Bourguiba. Aucun des 5 titres en langue française, Le Temps, La Presse, Le Renouveau, Le Quotidien et Tunis l'Hebdo, pas plus que les titres en langue arabe, ne traitent du cas de Mohamed Bouazizi ni des premiers soulèvements qui se sont multipliés entre le 19 et le 24 décembre près de Sidi Bouzid. Inféodés au régime, les journaux tunisiens affichent les mêmes photos agrémentées de textes qui sonnent comme des communiqués officiels. Cette fois, les unes sont invariablement consacrées aux mesures d'application du programme de développement régional,
décidé le 15 décembre 2010 par le président Ben Ali. C'est comme ça, me précise discrètement le vendeur de journaux. Ici, vous ne trouverez rien dans les médias. Hammamet, Monastir Sousse, Sfax. L'axe autoroutier longe la Méditerranée sur près de 300 km à l'est du pays. 4 heures de voiture pendant lesquelles aucune radio n'évoque le cas de Mohamed Bouazizi. Musique, sport et sujets de société s'égrènent sur la quinzaine de fréquences captées sur les ondes. Ce silence sera la règle jusqu'au 10 janvier. Près de Sousse, une station-service. La petite cafétéria est animée, pleine de familles tunisiennes et de quelques groupes de touristes. Un jeune couple originaire de Monastir mange, debout, des sandwichs accompagnés d'un thé brûlant. Au seul nom de Sidi Bouzid, le mari fait signe à sa femme qu'il est temps de partir. Personne n'ose encore parler publiquement de ces événements, qui ont pourtant débuté voilà plus de 2 semaines. Un demi-siècle de plomb. Cette chape de silence qui pèse lourdement sur la Tunisie a une longue histoire. Avant même l'arrivée au pouvoir de Ben Ali, en 1987, les 2 dernières décennies du pouvoir de son prédécesseur, Habib Bourguiba, père de l'indépendance tunisienne, 1956, furent marquées par l'abandon de cette marche vers la démocratie promise aux Tunisiens. Certes, l'histoire et la personnalité de Bourguiba sont sans commune mesure avec celle de son successeur. Homme de lettres, militant de la première heure de la lutte pour l'indépendance de la Tunisie, le combattant suprême a longtemps incarné un idéal démocratique et républicain qui l'a conduit à mettre la Tunisie sur la voie de la souveraineté nationale et du progrès. Grâce à lui, l'éducation est devenue une réalité pour des millions de Tunisiens, et l'adoption du Code du statut personnel, en 1957, a permis aux femmes d'être les premières du monde arabe à bénéficier de l'égalité des droits avec les hommes. Mais, en dépit de ses orientations politiques majeures pour l'avenir du pays, Bourguiba développe rapidement un culte de la personnalité qui n'autorise bientôt aucune forme de contestation ou d'opposition. Dès le début des années 1960, le régime se ferme, pourchasse les opposants et interdit certaines formations politiques, comme le Parti communiste tunisien (PCT) en 1963. Ce verrouillage de la société se poursuit dans les années 1970 à 1980, avec de violentes répressions contre des mouvements de contestation, comme le mouvement étudiant de 1972 à 1974, le Jeudi noir, grève générale du syndicat UGTT en 1978 ou les émeutes du pain en 1983-1984. Grand espoir des Tunisiens, le multipartisme a rapidement été sacrifié à la sacro-sainte unité nationale. Ces années de plomb ont-elles débuté dans les années 1980, comme le laissent entendre certains? À en croire Béchir Ben Yamed, le plus jeune des ministres de Bourguiba dès l'indépendance, le président tunisien tourne en réalité le dos à la démocratie dès 1957. Mon âge et ma proximité avec lui m'ont permis un jour de 1957 de lui demander s'il voulait bien, en donnant le temps au temps, s'engager à la mener la Tunisie à la démocratie, en 50 ans à raison de 2% par an. Et l'ancien ministre de conclure: il ne s'y est pas engagé et en 30 ans de pouvoir n'a pas même fait une partie du chemin. Au point d'ailleurs, que l'arrivée au pouvoir de Ben Ali, à l'automne 1987, est vécue comme une libération par des millions de Tunisiens. Habib Bourguiba est malade depuis de longs mois, et son ministre de l'Intérieur profite de la situation pour contraindre ses médecins à le déclarer inapte au pouvoir. Dans la nuit du 6 novembre 1987, Bourguiba est destitué pour raisons médicales. Soulagement du peuple. Liesse à Tunis et dans tout le pays. Mais rapide désenchantement, là encore. Après quelques mois de printemps démocratique, Ben Ali, cet ancien ingénieur né en 1936, militaire de carrière, responsable en titre de la répression des émeutes du pain et ministre de Bourguiba dès 1985, tourne à son tour le dos aux espoirs démocratiques des Tunisiens. Création dès 1988 d'un nouveau parti unique, le Rassemblement constitutionnel démocratique, puis verrouillage d'un régime policier qui ne supporte ni contestation ni véritable parti d'opposition organisé. Le pluralisme démocratique est cette fois tourné en mascarade, sacrifié à la sacro-sainte lutte contre le danger islamiste. De l'indignation à la colère sociale. Jeudi 6 janvier, après-midi.
Menzel Bouzayen, en Algérie, les jeunes osent se révolter pour de bon. Fin d'après-midi. Un soleil rasant dore les champs et les façades des maisons de la petite ville de Menzel Bouzayen, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Sfax. Une voie unique de chemin de fer longe la route transversale qui relie Sfax à Gafsa, dans le sud tunisien, juste au nord des Chott El Fejaj et El Géride. Courte halte au bord de la route, dans une gargote tenue par Mehdi, un Tunisien d'une trentaine d'années. Il ne parle pas français mais maîtrise bien l'italien. Un séjour de 2 ans à Gênes, explique-t-il, ravi de pouvoir parler cette langue. Pas un seul client dans sa boutique. Mehdi est le premier Tunisien qui accepte enfin de parler de Mohamed Bouazizi. Ici, vous êtes dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, dit-il. La ville est à 40 km à peine, au nord. Nous sommes tous concernés par le geste de Mohamed. C'est encore très tendu là-bas, les familles sont en colère. Beaucoup de jeunes ont été arrêtés. S'approchant de moi, Mehdi baisse la voix et devient plus précis. Dès le 19 décembre, les villes de la région ont réagi, il y a eu de nombreuses arrestations. Le 24 décembre, avant la mort de Mohamed, ici même, ont eu lieu des heurts avec la police. Beaucoup de jeunes se sont rassemblés vers le commissariat, et la police a tiré à balles réelles. 2 morts. J'ai une dizaine d'amis en prison. 2 morts le 24 décembre 2010. Peut-être les toutes premières victimes d'une longue série à venir. Derrière Mehdi, un poster collé au mur avec le portrait du président Ben Ali flanqué d'un grand drapeau tunisien. Le frère aîné de mon interlocuteur entre, chargé de viande de mouton. Les 2 hommes s'affairent pour préparer le méchoui du soir. Impossible d'aller vers Sidi Bouzid, lance le nouvel arrivé. La police a bouclé la ville. C'est dangereux là-bas. Mais ça va se calmer. Au fait, vous avez vu ? Ça chauffe en Algérie. Mehdi attrape la télécommande et allume la télévision sur la chaîne Al Jazeera. Images d'affrontements, jets de pierre, charges violentes de police. À l'écran, Alger a des airs de Gaza. Là-bas au moins les jeunes n'ont pas peur de se révolter pour de bon, lance amer le frère de Mehdi. 2 hommes en manteau de laine sombre viennent de s'installer à une table, dehors. Mehdi change aussitôt de chaîne. Une chanteuse égyptienne vocalise à présent sa complainte amoureuse. Il a le temps de me faire un signe discret. 2 policiers en civil. Vendredi 7 janvier. Tozeur, on risque l'embrasement de tous les quartiers pauvres. Après Gafsa, à l'extrême sud-ouest du pays, Tozeur, cité touristique réputée, est encore à l'écart de la révolte qui gronde. L'hôtel est plein de touristes italiens qui ont pris le relais des Français. En ville, les nombreuses échoppes du bazar sont ouvertes tard le soir. C'est ici qu'est née, dans les années 1990, l'expression de gazelle, réservée aux jeunes filles et femmes étrangères qui viennent profiter des piscines et de la côte tunisienne. À la terrasse du café Le National, 5 hommes entre 40 et 60 ans sont attablés autour de capucins, ces expressos coupés au lait, l'équivalent des noisettes françaises. Animés, ils parlent en arabe des émeutes en Algérie. Lorsque je m'approche, la méfiance interrompt leur discussion. Présentation. Je leur explique qui je suis, enseignant français en vacances, syndicaliste. Sourire. Détente. La plupart d'entre eux sont également professeurs et membres de la branche enseignement secondaire, de l'Union Générale Tunisienne du Travail, UGTT. Rapidement, les langues se délient et les noms de Mohamed Bouazizi et de Sidi Bouzid sont prononcés. Hier, les avocats ont fait une grève générale à Tunis et dans d'autres villes, précise l'un des hommes, enseignant à la retraite. Son voisin enchaîne. Cette nuit, il y a eu des affrontements violents à Tala et à Saïda, au centre du pays. Plusieurs morts ? Le plus jeune de mes interlocuteurs décide de me faire rencontrer une figure locale du syndicat. Il passe un coup de fil de son portable, et 20 minutes plus tard, je retrouve Hamdi, délégué local de l'UGTT et membre du comité exécutif au bureau régional. La soixantaine, les cheveux aussi blancs que ses moustaches, Hamdi me reçoit dans les locaux du syndicat, à 200 mètres du bâtiment du gouvernorat de Tozeur. Dans un français parfait, il m'explique: il n'y a aucune instrumentalisation politique, comme l'a déclaré le président le 28 décembre. Sidi Bouzid. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.